Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Distill News, le 58e déjà, intitulé « Boycotter cette newsletter » ou pas, évidemment, et envoyé à tous les abonnés le 16 mars, le mercredi 16 mars 2022. Donc évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage vivement à le faire, ça se passe sur distillnews.com et vous recevrez donc tout ça. Vous aurez la primeur de toutes ces infos directement dans votre boîte mail. Mais sans plus tarder, petit menu de la semaine, donc évidemment un petit récap de la situation en Ukraine vis-à-vis des spiritueux. À ce sujet d'ailleurs, une distillerie franco-russe engagée, un saké de l'espace, le whisky de la série Peaky Blinders, des reviews de whisky moléculaire, plutôt pas mal ça, des spiritueux plus durables, de quoi ravir les geeks du rhum, et il y en a, je le sais. Également des packagings renouvelés, une histoire d'amende et de rédemption, un daiquiri géant, et évidemment j'en passe, mais on va découvrir ça tout de suite. Donc au chapitre ukrainien, et en espérant que ça ne devienne évidemment pas une habitude, voici un petit point des infos liées à notre filière spiritueux que j'ai pu voir passer ces derniers jours encore. Donc on a France 3 qui a diffusé un rapide sujet sur les conséquences du conflit sur les exportations d'Armagnac. Mais ceci étant, pour Jérôme Delors, Stéphane Volpato et Marc Darroze, pour qui la Russie peut représenter l'air de rien jusqu'à 15% en moyenne de leur chiffre d'affaires annuel, tout cela reste évidemment assez secondaire face au drame humain. D'ailleurs, triste nouvelle puisque les entrepôts, par exemple, de l'importateur ukrainien Wine Bureau, qui a notamment dans son portfolio Castaret, Christian Drouin, Bonal, Dolin, les cognacs Hein, les liqueurs Joseph Cartron, malheureusement, ils ont brûlé. Donc voilà, on a ce drame humain évidemment. Et côté russe, on a aussi Jérôme Delors qui rappelle également, donc de la maison Delors, qui rappelle également que son importateur là-bas, le rappelle, les Russes ne veulent pas de cette guerre et ils se sentent véritablement meurtri par la situation. Et pour preuve de ce sentiment, toujours si on regarde du côté du sud-ouest, on a une microdistillerie qui s'appelle Cruzol, microdistillerie franco-russe justement, donc sa cofondatrice est originaire de Saint-Pétersbourg, et eux par exemple ils se sont clairement positionnés évidemment contre cette guerre et ils s'activent justement très activement évidemment depuis le début du conflit en organisant des collectes, en organisant des dons et des solutions d'hébergement pour les réfugiés ukrainiens. Et tout ça dans leur commune du 46 qui s'appelle Gourdon. Bref, une toute jeune distillerie qui, je crois d'ailleurs, n'est pas encore tout à fait finie, mais je vous encourage à checker leur page Instagram et compagnie, et à suivre tout ça, parce qu'évidemment, ils n'ont rien demandé. En bref, sinon également, on a Edrington, donc le groupe qui détient The Macallan, The Glenrose, qui a évidemment aussi dû arrêter ses exportations vers la Russie. D'ailleurs, on apprend que l'UE a d'ailleurs interdit l'exportation des vins et spiritueux de luxe, donc c'est-à-dire les bouteilles à plus de 300 € vers la Russie. Et on a le même genre de mesures du côté américain, et cette fois-ci vis-à-vis des importations de produits de luxe russes. Et ça inclut évidemment des vodkas, du caviar, etc. La semaine dernière, sinon, je vous parlais de Stoli qui était bien emmerdé puisqu'ils sont fabriqués en Lettonie, mais on les prend du coup pour leurs origines russes, pour une vodka russe et pro-Poutine potentiellement, ce qu'ils ne sont pas du tout. Et dans la même veine, on a cette semaine, on a la marque Moskovskaya qui est d'ailleurs du même groupe que Stoli, qui elle aussi est faite en Lettonie et qui du coup souligne oui, attention, on n'est pas russe nous non plus. Et dans le même ordre d'idée, j'ai vu aussi que Polugar, pareil, c'est des origines russes, mais c'est fabriqué en Pologne, donc pareil, ils alertent pour dire soutenez-nous, quoi, on n'a rien à voir avec tout ça. Et enfin, la marque Tovarich, qui est une marque, je crois, qui a été créée par un Suisse, mais bon, qui est clairement typée russe, qui, elle, en solidarité, a déclaré qu'elle bougeait justement sa production de Russie vers la Lettonie encore. Ou du moins vers les pays baltes, j'avoue, j'ai pas la précision exacte.
De son côté, sinon, on a un caviste qui a trouvé un moyen plutôt original et malin, je trouve, non pas de boycotter les vodkas russes pour exprimer son soutien à l'Ukraine, mais plutôt de doubler les prix de celles-ci. Donc un petit peu dissuasif, on va dire, pour les vendre, mais surtout, si jamais vous les achetez, il reverse 100% des bénéfices à des associations justement qui œuvrent en Ukraine. Donc voilà, donc ça permet de faire un mal pour un bien, on va dire. Et enfin, petite news également, j'ai vu que Suntory Group a fait un don de $600 000 justement en faveur d'actions en Ukraine humanitaire. D'ailleurs, suite à toutes ces actualités sur les boycotts des vodkas russes, on s'est justement interrogé la semaine dernière dans le dernier épisode du Bottlefield Show si refondre sa marque, comme l'a pu le faire le cas de Stoli, est-ce que ça pouvait être suffisant pour éviter ce boycott. Donc comme toujours, il y aura le lien en description, donc n'hésitez pas à checker cet épisode du podcast si ça n'est pas déjà fait. Et toujours sur cette thématique, si ça vous intéresse, il y a également, pour aller plus loin, un article très intéressant de Whisky Mag, justement, qui s'intéresse aux origines mystérieuses des vodkas, dans un article qui s'appelle « La vodka made in nulle part ». Très intéressant. Et également, on a Wine Enthusiast, Wine Mag, qui a fait un même genre d'article qui s'intitule « Where's your vodka from? It's complicated » et qui vous déroule justement un peu toute cette confusion qu'il peut y avoir entre le marketing, la production, les groupes qui détiennent tout ça. Bref. Toujours aussi intéressant. On passe aux news produits maintenant et on reste un peu dans la même thématique puisqu'on a Empirical Spirit qui avait fait un produit il y a quelques années maintenant où en gros ils dénonçaient le mur de Trump qui s'appelait Fuck Trump and his stupid fucking wall. Et écoutez, vu la situation actuelle, ils remettent le couvert avec un nouveau produit qui s'appelle cette fois-ci Fuck Putin and his stupid fucking war. Voilà, donc dispo et évidemment, comme dans beaucoup de démarches de ce type, il communique sur le fait que les 100% du fruit des ventes de ce produit iront à des associations, et notamment World, comment elle s'appelle celle-là, World Central Kitchen, donc qui est très active actuellement en Ukraine. Moins engagé ensuite, on a Gordon's qui lance un gin aux fruits de la passion et un autre aussi aux cerises griottes pour info. On a la Martiniquaise Bardinet qui lance un Dark Spiced. Alors il n'y a pas la mention rhum sur l'étiquette, j'ai pas trop trouvé d'infos là-dessus, mais en tout cas un Dark Spiced bon marché j'imagine pour concurrencer Captain Morgan. Et justement puisqu'on parle de Captain Morgan, il y a Diageo qui a dévoilé un nouveau produit, une nouvelle déclinaison du Captain Morgan pour l'Amérique du Nord, en édition limitée pour le moins, qui est un Captain Morgan Cherry Vanilla, donc évidemment à boire avec du cola, j'imagine peut-être pour un espèce de twist Cherry Coke. À base de Captain Morgan. Dans un tout autre style maintenant, côté whisky, on a Bowmore de Beam Suntory qui a dévoilé une édition limitée de Bowmore qui s'appelle Bowmore 1965 Precious Metals qui se présente dans un coffret en chêne fait main et qui sera disponible à compter du mois de mai pour la modique somme de $50 000 pièce et il y aura simplement 4 exemplaires de ce produit, donc avis aux plus fortunés d'entre vous. Beaucoup plus abordable sinon, on a Atozaki, donc ça c'est chez Marussia Beverage qui annonce la sortie prochaine, et y compris en France pour le coup, d'un whisky pur malt de 12 ans d'âge fini en fût d'umeshu, donc les liqueurs à la prune japonaise, donc je suis très très intrigué pour le coup sur ce type de produit. Next, on a le suédois Mackmyra qui sort lui un Mackmyra Limousin, à savoir un nouveau single malt vieilli en fût de cognac de chez Maison Ferrand. Et l'américain Michters qui annonce un nouveau lot de rye whisky brut de fût sous le nom de US1 Barrel Strength Rye et le tout titre à 55,8% d'alcool. Côté français maintenant, on a Maison Monique qui propose une fine de Bordeaux qui s'appelle Fine au Chartron et qui se décrit à mi-chemin entre cognac et Armagnac. Et enfin, toujours dans les produits, mais du côté, on va dire, de la catégorie Vie ma vie, on a
Absolute Vodka, hein, qui est plus connu évidemment pour ses vodkas, qui sort en Grande-Bretagne un nouveau cocktail prêt à boire en canette, Absolute Passion Fruit Martini. Et à l'inverse, on a Truly, qui est plus connu pour le coup pour être le principal challenger des hard seltzer Wild Claw, qui lui se lance dans les vodkas aromatisés. Voilà, donc petit mélange des genres pour conclure cette partie produit. Du côté de la blockchain maintenant, toujours produit finalement, on a Blockbar qui a lancé une nouvelle enchère. Il s'agit cette fois-ci de 5 bouteilles de 6 litres, 6 litres de bourbon Buffalo Trace des Vintage OFC, donc ce qui signifie Old Fashioned Copper de 1982 et qui ont été vieillis 19 ans et qui depuis reposaient quelque part, je ne sais pas. Voilà. Et là, pareil, les bénéfices de ces ventes iront notamment à World Central Kitchen, hein, dont je parlais juste avant, mise à prix simplement, par contre, c'est 25 000 $ en Ethereum. Quelques news packaging maintenant, avec donc d'un point de vue plus esthétique, on a le whisky irlandais The Irishman qui a changé radicalement sa bouteille et c'est plutôt très sympa, hein. Je ne sais pas si vous connaissiez celle d'avant, mais je trouve celle-ci très très cool. Et on a même chose en plus subtil du côté de Edu qui, là pour le coup, c'est pas la bouteille intégrale, c'est simplement l'étiquette et plus exactement pour sa gamme GMS, donc le whisky breton qui à l'occasion de ses 20 ans revoit le look de ses étiquettes. Et enfin, même chose du côté de Maker's Mark 46. Donc c'est pas son bourbon, celui qu'on trouve un peu partout, c'est celui un petit peu la gamme au-dessus qui revoit son étiquette. Côté news business maintenant, on a Anora Group qui visiblement se porte bien. Donc c'est le groupe qui détient notamment Larsen Cognac, Ligné, Aquavit et puis une vodka comme la Korsken Korva. Voilà. Très bien prononcé de ma part. Qui a dévoilé tout ça des résultats 2021 positifs avec une croissance de plus 39,7% sur l'année et un chiffre d'affaires de 478,2 millions d'euros. Du côté de la distribution, on apprend sinon que HSE, donc Habitation Saint-Étienne, n'est plus distribué par Duga, C'est Tricoche Spirit, donc qui est une société du groupe Olmex, propriétaire des rhums HSE, qui va prendre le relais. On a ensuite l'Explorateur du Goût qui, lui, annonce pour sa part qu'il va distribuer les whiskies de la distillerie de Fontagard. Et sur un tout autre sujet, on apprend sinon que Bushmills s'est associé avec la série Peaky Blinders, une série sur Netflix, et en devient ainsi le whisky officiel donc de la série. Côté e-commerce, on apprend donc d'après Insight Ace Analytics que la valeur du e-commerce des spiritueux pourrait atteindre les 30,5 milliards de dollars au niveau mondial d'ici 2030 contre seulement 2,19 milliards aujourd'hui. Donc une grosse croissance à venir. Et pour y parvenir, très exactement, il s'agirait de croître à un taux annuel moyen de 34,3% entre 2022, donc actuellement, et 2030. Petite interlude maintenant, si vous appréciez cette newsletter, pour rappel, vous pouvez gratuitement tester jusqu'à la fin de mois la toute nouvelle version quotidienne là, que je sors donc chaque matin à 9h du lundi au vendredi, qui est laquelle vous permet justement de parcourir très rapidement un peu les dernières actualités de la filière spiritueuse, donc pour vous tenir au courant et au plus près de tout ça. Voilà, il y a même une appli donc via Patreon, donc c'est plutôt très cool à consulter, le tout sans même avoir à polluer davantage vos boîtes mail évidemment. C'est pas mon but, hein. Et intéressant, c'est que j'y cale des liens inédits également que je ne traite pas forcément dans ces newsletters hebdomadaires. Et surtout, vous avez la primeur, hein, puisque par exemple hier, là, quand j'ai envoyé, j'ai également parlé de nouveaux RTD de chez Brown Forman, de Spirits Europe avec un nouveau rapport de 124 pages, ou encore l'ouverture des réservations pour les masterclass du Rumfest Paris et quelques autres infos intéressantes. Bref, ça se passe sur patreon.com/distillnews actuellement. Et si ce type de contenu vous intéresse, écoutez, n'hésitez surtout pas à prendre un abonnement. Et comme je vous le dis, vous avez la possibilité simplement de tester jusqu'à la fin du mois totalement gratuitement. Sans transition maintenant, on a la brasserie Ninki Ishi qui est basée à Fukushima au Japon qui a produit un saké avec une levure quelque peu originale.
Donc cette dernière a en effet envoyé en juin dernier dans l'espace et de la levure et qui a passé donc 1 mois en orbite dans la station spatiale internationale avant de revenir sur Terre. Donc le Space Sake qui en résulte est désormais disponible et la brasserie compte utiliser les recettes de ses ventes afin de soutenir sa préfecture, donc la préfecture de Fukushima, qui a été touchée en 2011 par un tremblement de terre et son tristement célèbre tsunami. Et d'ailleurs, une démarche d'autant plus d'actualité, puisque hasard du calendrier totalement folle, au moment où j'ai publié la newsletter, on a appris qu'il y a eu un gros séisme à peu près dans la même zone au Japon. Voilà, donc à suivre, l'histoire se répète quelque peu malheureusement. Bref, à suivre, mais voilà, en tout cas, un saké plutôt cool et très intriguant. Voilà. Ensuite, on apprend que Diageo s'est pris une amende de 1,2 million de pounds par la Scottish Environment Protection Agency, la SEPA. Le groupe aurait apparemment mal déclaré les émissions de CO2 de 3 de ses distilleries de whisky en Écosse, et ce depuis 6 ans, et ce apparemment en raison d'erreurs administratives, d'après Diageo évidemment. Donc voilà pour la petite amende pas très sympa, en tout cas d'un point de vue nettement plus positif, et c'est pour ça que je parlais un peu de rédemption, mais au même moment on apprend aussi que Diageo investit 190 millions de dollars au Canada, donc c'est plus que c'est 150 fois plus, dans une distillerie justement neutre en carbone pour sa marque Crown Royal, donc les rails, les whiskies canadiens. Voilà. Et cette dernière devrait pouvoir produire 20 millions de litres d'alcool pur par an, et le tout en étant neutre en carbone. Donc très cool. Puisqu'on parle de développement durable, on apprend que son concurrent, donc Pernod Ricard, lui, s'associe à EcoSpirit pour développer un programme pilote à Singapour et à Hong Kong. Donc les EcoSpirit, donc c'est eux qui font des écototes, donc des espèces de cubis de 4,5 litres dans lesquels qu'on peut refill avec l'alcool en question. Donc là, on a Beefeater, Absolute et Havana Club qui se joignent à ce programme. Voilà, donc pour réduire les émissions de CO2 liées au transport et aux déchets, au verre, tout simplement, qui n'est pas utilisé si on passe par ce type de système. Dans le même ordre d'idées, sinon on a Super Potion, donc le podcast Super Potion de Ludovic Mornan, qui a consacré son dernier épisode aux démarches RSE, avec Marion Martinez, donc fondatrice de Rupture Engagée, et également qui travaille à l'agence L'Assemblage à Cognac sur toutes ces questions par rapport à la filière spiritueux. On a également WineMag, donc Wine Enthusiast, qui s'est posé la question de savoir qu'est-ce que ça signifie finalement un spiritueux durable, et elle prend pour exemple les marques Novofogo, donc la cachaça, Arbiki qui fait du gin, je crois, négatif en carbone maintenant, on a également Good Vodka ou encore Procera Gin. Voilà, et pour les plus curieux, sachez qu'il existe même un livre dédié au sujet qui s'appelle A Good Drink in Pursuit of Sustainable Spirits. Donc à découvrir. Pareil, j'ai un petit lien affilié si vous voulez l'acheter. Rhum et technique maintenant. Donc voici qui devrait ravir les amateurs de rhum les plus geeks, puisque j'ai découvert un article de Luca Gargano, donc sur le site Vélier, dans lequel il décrit sa manière de classifier les rhums. Il y détaille ainsi les matières premières du rhum, les types de fermentation, etc. Et compare aussi, entre autres, tous leurs attributs chimiques, selon que vous utilisez tel ou tel type d'alambic, ou encore les différences entre vieillissement continental ou vieillissement tropical. Bref, c'est un article assez exhaustif qui est très, très exhaustif. C'est à bookmarker, je pense. Et puis voilà, c'est... Bref, exhaustif, mais en même temps, ça tient en un article, donc c'est très très cool pour qui ne veut pas se taper non plus un bouquin là-dessus. Et sinon, si vous en voulez encore davantage, on a Spirit Selection qui, de son côté, a publié une interview de Dominique Honoré de Honoré SAS, qui est une société spécialisée dans la construction d'unités complètes destinées aux distilleries, et dans laquelle il détaille le fonctionnement de la colonne de distillation à reflux
en Guadeloupe. Donc c'est plutôt très technique. Donc avis aux amateurs que ça devrait pour le coup ravir parce que c'est pas tous les jours qu'on a accès à ce type d'article, évidemment. Next, rien à voir avec ces modes de production traditionnels, mais je vous parlais il y a quelques temps, il y a un mois je crois, de whisky moléculaire Glyph. Et ben on a justement la chaîne Whisky Vault, qui est très sympa d'ailleurs, que je vous recommande, qui a fait des reviews, 3 vidéos reviews justement des 3 déclinaisons de Glyph. Donc c'est plutôt amusant, c'est plutôt sans retenue ils donnent leur avis très honnêtement quand ils trouvent que c'est plutôt potentiellement convaincant sur certains aspects ou quand c'est complètement dégueulasse. Voilà. Mais en gros, je pense il y a une phrase qui résume bien le truc, c'est que si c'était un spi sans alcool ou un whisky sans alcool, ça serait probablement le meilleur, mais maintenant, si ça tend à imiter le whisky, là, on est sur un tout autre sujet. Bref, c'est plutôt amusant. Il y a aussi la partie commentaire qui est rigolote avec l'avis des gens qui commentent les vidéos. Bref, allez checker tout ça si le sujet vous intéresse. On passe maintenant à la partie agenda avec les Asia's 50 Best Bars 2022 qui seront annoncés en live sur YouTube. Donc ça se passera le 28 avril prochain depuis Bangkok. Puis ce sera au tour des North America's 50 Best Bars qui eux sont lancés, donc toute première édition le 7 juin depuis New York. Et au niveau global, on a sinon les 50 Best Bars qui ont annoncé que pour leur édition 2022, donc probablement là en fin d'année, donc l'édition globale, eh bien les bars et restaurants russes ne seront pas classés. Donc ce qui a provoqué pas mal d'émoi dans la communauté. Je vous mets évidemment le lien vers les posts en question si vous voulez regarder les commentaires, les réactions. Mais voilà, c'est clairement un sujet qui divise. Est-ce que les bars ont à subir les sanctions actuelles ou pas? Enfin bref, c'est un sujet assez clivant. Bref, je vous laisse vous faire votre propre avis. Voilà, et pour finir, sur une note beaucoup plus légère et une info de la plus haute importance peut-être même, sachez que le record du plus grand daiquiri du monde a été battu fin février. Ça se passe au Texas, puisqu'évidemment everything is bigger in Texas. Et donc ce daiquiri le plus grand du monde fait désormais 500 litres. Et il est l'œuvre d'une marque qui s'appelle Rock Sound et dont on a dû vider pas moins de 275 bouteilles pour réaliser le fameux cocktail. Donc voilà pour un peu de légèreté et conclure donc cette newsletter. Voilà, en tout cas, j'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, à vous abonner, à partager. À checker la version daily aussi, évidemment. Et dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à mercredi prochain. Ciao!